stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Ici, vous avez remarqué, il y a Philippe avec moi dans l'image. Ça veut dire qu'on est dans les balades meurtrières cette semaine, hein, le retour. Philippe, ça va bien? Ça va et toi? Mais oui, ça va super bien. Et on a aussi avec nous notre cher et charismatique Papy Joe. Comment ça va, Papy Joe? Correct. Le traditionnel correct de Papy Joe. Ouais, mais j'ai mangé un peu mes émotions avant de m'en venir, fait que je suis correct. Ah ouais? Ouais. Parce que, tu sais, je gère mes émotions comme un adulte responsable. J'y mange. C'est correct, ça, Papy Joe. Là. Papy Joe, il a une semaine de vacances forcées cette semaine. Philippe est jaloux. Oui, absolument. Bon, sinon, vous passez... toi, Papy Joe, non. Philippe, tu passes une belle semaine jusqu'à présent, début de semaine. Non, pas terrible non plus. J'aime ça commencer dans la joie et l'allégresse. Ouais, j'ai commencé ça avec ma petite malade. Oh! La fièvre, fait qu'une journée forcée de congé hier avec... à passer avec ma petite qui avait de la fièvre. Ah, c'est vrai, hein? On est mardi. Ouais, on est mardi. Sinon, on a eu un gros week-end au Music for Cancer, moi puis Max. Des grosses entrevues avec des gars, Dave Brownson de Sum 41, Chaser, puis des groupes québécois, Colors Fate, Fast Food Fairies, puis... Toutes des gens que je connais pas. Ouais. Mais ouais, c'est un gros week-end pour moi. C'était le fun. Tant que t'as du bonheur. Alors, Philippe? Alors, aujourd'hui, donc, on va raconter une histoire. Alors, les chansons racontent souvent des histoires, et parfois, ce sont des histoires de crime et de true crime. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Hurricane. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, la chanson Hurricane? Yes. Moi, oui. Ouais, donc c'est une chanson de Bob Dylan. Yes. Exact, voilà, un boxeur, évidemment. On est entre boxeurs, donc on va parler un peu de boxe. Ah, non, je fais pas partie de ta game-là. C'est bon, les gars, non, je vous laisse. Il n'est pas trop tard, hein. Il faut que tu t'y mettes. Ah, c'est pas mon gaga. Moi non plus. Non. Ben non, moi non plus. J'ai fait du karaté super longtemps. Ouais, Ah, ben voilà. Mais depuis, je me suis jamais remis à ça. Ouais, on l'a remarqué aussi. Ça, c'est pas ça. C'est chiant, ça. Alors, j'ai encore le grade de ceinture brune. Je suis encore capable de te casser la gueule. Yes, sir, Philippe, on t'écoute. Voilà, donc c'est une balade meurtrière, mais c'est aussi ce qu'on appelle une protest song. On a déjà parlé des protest songs quand on a parlé de Marvin Gaye il y a quelques semaines. Mm-hmm. Alors, c'est un morceau qui apparaît sur l'album Desire, qui sort en 1976 en Belgique. Yes. Donc, chronologiquement, c'est le 17e album studio de Bob Dylan, et c'est le deuxième en termes de vente. Donc, il a vendu 2,9 millions de Desire. C'est évidemment, Dylan, c'est une grande star avec beaucoup d'influence, surtout une influence politique à l'époque où il sort cet album. Et donc il y a d'abord un 45 tours, Hurricane, qui sort en octobre 75. Et c'est une mélodie qui est quand même étonnamment joyeuse, compte tenu de ce que ça raconte. C'est une protest song, ça raconte une histoire triste, mais c'est une chanson entraînante, un petit peu violon, accordéon, comme ça, un peu joyeuse, avec évidemment pas mal de rock dedans. J'ai regardé sur Spotify, la chanson a été écoutée pas loin de 200 millions de fois. Ah, donc, voilà. C'est bonne moyenne au bâton. Juste un petit peu. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est étonnant parce qu'en plus, c'est une chanson qui est complètement hors format, et surtout hors format pour Alex, parce qu'elle dure 8 minutes et 32 secondes. Je vois pas de quoi tu parles. En revanche, les paroles, c'est vraiment une histoire. Donc, ça raconte l'histoire de Hurricane Carter de façon vraiment très claire. C'est un récit, la chanson.
Et c'est aussi une plaidoirie. Il y a beaucoup d'arguments dans la chanson, et d'arguments, vous comprendrez quand on parlera plus de l'affaire. Et c'est une chanson avec un format couplet-refrain. Mais malgré tout, si tu regardes, tu vas dans Google Translate, tu mets les paroles de la chanson et tu as plus ou moins l'histoire de Hurricane Carter. Une histoire qui se suit plus que... Voilà. Mais qui s'arrête en 75. Or, l'histoire de Hurricane Carter ne s'arrête pas en 75. Il y a évidemment une suite. Oh! Ouais. C'est le fun des suites. Mais oui, c'est ça. J'espère qu'elle est meilleure que la première partie. La première partie, ça commence mal. Et les premières paroles de la chanson, c'est Pistol shots ring out in the barroom night, enter Patty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood, cries out, My God, they killed them all. Donc en français, ça fait des coups de pistolet retentissent dans la nuit dans le bar, entre Patty Valentine depuis le hall supérieur. Elle voit un barman dans une mare de sang et crie, Mon Dieu, ils les ont tous tués. Et donc, honnêtement, excuse Philippe, mais honnêtement, oui. Là, quand tu as chanté, là, je voyais aucune différence entre toi et Bob Dylan. C'était pareil. C'est ça, hein? Et encore, tu n'as pas encore entendu l'harmonica. Mais ça va être parfait. J'ai hâte. Je suis excité. Et donc, ce couplet-là fait référence à une tuerie qui a eu lieu le 17 juin 1966 au bar and grill Lafayette à Patterson, dans le New Jersey. On est à quelques minutes de la fermeture, c'est très très tard dans la nuit, il doit être 2h30, 3h du matin, et à cette heure-là, il reste 4 personnes dans le bar qui vont bientôt devoir partir. Il y a le barman et 3 clients. Tout le monde dehors, c'est fermé. Ouais, c'est des closing time, quoi. 2 hommes font irruption et tirent sur les clients et sur le barman. La fusillade dure plus d'1 minute. Il y a énormément de balles qui sont tirées et personne n'est épargné. Il y a une vieille dame qui est blessée. Ils vont essayer de l'achever. Donc, le but est vraiment de tuer. Il y a 2 personnes sur les 4 clients qui meurent sur le coup. Et puis, il y en a 2 qui sont très gravement blessés, dont une qui décédera 30 jours plus tard. Quand on découvre la long, scène... 30 jours c'est long, hein, ouais. Pour avoir tenu quelqu'un en vie aussi longtemps que ça, après... Ouais, j'étais surpris aussi, mais ouais, c'était 30 jours. Parce que 30 jours, il doit y avoir un moment que t'es stable quand même. Oui, et en plus, la personne qui est décédée 30 jours plus tard a en plus pu témoigner. Donc, c'est pas 30 jours de coma. Wow! C'était comme 30 jours, je souffre, je réponds à des questions, je meurs. Voilà, et je meurs, ouais. Voilà. Et la scène de crime est découverte par les policiers vers 2h30, 3h du matin, et elle est tapissée de sang. C'est vraiment une scène de massacre. Il faut imaginer, évidemment, 4 personnes qui sont criblées de balles dans un petit bar. Hein, quand on regarde sur Google Images, c'est vraiment un petit endroit. Et les 2 victimes survivantes, dont une décédera, vont témoigner. Et elles déclarent que les agresseurs sont 2 hommes afrodescendants. Et ils ont canardé tout le monde, mais ils sont partis, a priori, sans la caisse. Donc, le mobile ne semble pas être le vol ou le cambriolage. 6 heures plus tôt. Ça semble gratuit d'un coup. Là. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment un peu un acte, soit un acte un peu terroriste, soit vraiment un acte de vengeance. Parce que cet acharnement sur le fait de tuer les gens... Alors, je précise que le barman et les 3 victimes sont tous blancs. Et ça a une importance parce que ça fait faire partie d'une des théories. Ça pourrait être en fait une attaque dans le cadre d'une guerre raciale. C'est une des théories que les enquêteurs vont avancer. 6 heures plus tôt, donc 6 heures avant la tuerie, à 5 pâtés de maison du Lafayette Grill, il y a un barman noir qui avait été abattu par un homme blanc. Voilà, donc peut-être que c'était une sorte de vengeance. Ouais. C'est le même quartier, ce sont 2 fois des bars. Ouais, c'est ça, c'est genre vengeance entre bars, là, un peu. Ouais. Un peu comme à Chambly puis Pizzeria. À Saint-Jean aussi, puis les pizzerias aussi. Étrangement. Toutes les pizzerias brûlent. On sait pas pourquoi, sauf une. Ouais. À Saint-Jean, il y en a eu quelques-unes pizzerias qui ont brûlé. Et donc, vous pensez qu'il y a une guerre des pizzerias ou pas? Ça m'étonnerait pas. Disons, le blanchiment d'argent dans une pizzeria, ça se fait bien. Ça, puis dans les gyms aussi, ça se fait bien aussi, du blanchiment d'argent. Ah oui. Oh. Ah, les boxeurs? Non. Là, je te dirais, dans le domaine de la boxe, c'est moins pire. Les moteurs sont moins présents. Mais il y a une certaine époque, faire des beaux petits paris illégaux, là,
Fallait encourager la boxe. À propos, mon club de boxe a fermé il y a 3 jours. Oh! Ouais, dommage. Hein. Donc, je cherche un nouveau club. Ben, nous autres, eu des box qui ont agrandi. Je te dis ça Allez. de même. Tu peux t'en venir si tu veux. Un petit voyagement, là, jeudi soir, facile en avion, aller-retour. Rapidio qui va te traîner. Voilà. Ouais. En tout cas, je reviens bientôt, ça c'est sûr. C'est bon. Alors, les enquêteurs développent une première théorie. La tuerie du Lafayette Grill serait un acte de vengeance. Alors, est-ce que c'est racial, pas racial, mais en tout cas un acte de vengeance par rapport à l'assassinat qui a eu lieu dans l'autre bar, je ne l'ai pas dit, mais qui s'appelle le Waltz Inn. Alors, dans les paroles que j'ai citées, on parle de Patty Valentine. Donc, il dit « Enter Patty Valentine from the upper hall ». Donc, Patty Valentine, en fait, elle vit au-dessus du bar, et donc ça va être un témoin important, même un des témoins principaux de ce qui s'est passé. Alors, elle n'a pas vu la fusillade, mais elle a vu des gens sortir et elle a vu des gens rentrer dans une voiture. OK. Elle a été réveillée par les coups de feu. Et donc, elle a regardé par la fenêtre. C'est le premier truc qu'elle a fait. Donc, c'est là qu'elle a vu les 2 personnes, parce que ce sont 2 personnes qui sont parties. Et elle a été interrogée par la police et elle a décrit cette voiture. Et donc, c'est sur son témoignage qu'on a établi quelle était la voiture conduite par les assaillants. Mais il y a un truc très étonnant, c'est que, et ce sera le cas dans toute l'affaire, les preuves matérielles sont vraiment ignorées. Notamment, il n'y a pas de prise d'empreinte digitale sur la scène de crime. On est quand même dans les années 60, ça se faisait déjà de prendre des empreintes digitales. Ouais, ben Là, ça, c'était comme ma question, si ça se faisait déjà à l'époque, mais c'est ça. Oui, peut-être pas les tests. Je sais pas si les tests ADN avaient déjà commencé, mais. Ça, c'est années 80. Ouais. Mais même pas d'empreinte digitale. Et vous allez voir qu'il y a d'autres moments où les preuves matérielles vont être négligées, voire ignorées. Mais c'est quand même de quoi qu'on entendait souvent dans des cas. Là, ils voulaient boucler ça rapidement. OK, ouais. On va penser ça. Surtout que là, ils ont peut-être un lien entre 2 bars. Bon, ben, on va y aller sur la traque facile. On va dire que c'est ça. Puis... T'es-tu en train de dire que la police botche ses affaires? C'est pas la première fois que je l'entends ici, hein? En tout cas, celle-là, vous allez voir, elle est vraiment très, très mal menée. Et elle va être très, très, très rapidement bouclée parce que moins d'1 heure après les meurtres, on montre à Patty Valentine une voiture qui est celle d'un certain Rubin Carter, donc qui va être le protagoniste de cette histoire, et elle identifie la voiture comme étant bien celle qu'elle a vue depuis sa fenêtre. Mais c'est une voiture blanche, berline, qu'elle a vue par la fenêtre la nuit alors qu'elle venait de se réveiller. Donc c'est quand même un témoignage un peu fragile. Néanmoins, Patty Valentine va devenir un des témoins principaux pour le procureur lors du procès, le procès de Hurricane. Et donc le couplet de la chanson, c'est « Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in prison cell, but one time he could have been the champion of the world. » Parce que oui, c'est l'histoire de Hurricane, donc l'homme que les autorités ont blâmé pour quelque chose qu'il n'a pas fait, je traduis, mais mis dans une cellule de prison, mais il aurait pu être un jour le champion du monde. Parce que c'est quelqu'un. Ouais. Parce que 2 hommes sont arrêtés après ce crime, mais vraiment dans la nuit, qui s'appellent Rubin Carter et John Artis. Alors, ils ne vont pas être en prison tout de suite, ils vont d'abord être soupçonnés. Mais donc, on va surtout parler de Rubin Carter, parce que c'est de lui qu'on parle en fait dans la chanson de Bob Dylan, c'est Rubin Carter. Donc, c'est un délinquant, mais c'est surtout un boxeur poids moyen, qui est un boxeur franchement très bien ranké pour son époque. Il y a des bons espoirs. Ouais, alors plus d'espoir parce qu'il est un peu en fin de carrière. Mm-hmm. Et il a été, je veux raconter un peu sa bio, il a été très loin dans les classements au niveau de la boxe. Il est né à Clifton, dans le New Jersey, en 1937. Il a des parents travailleurs, assez catholiques, plutôt une working class très, très vertueuse, même assez rigoriste. Il grandit à Paterson, dans le New Jersey, avec 7 frères et sœurs. Mais c'est vraiment le turbulent de sa famille, un peu comme Papy Joe. Et... c'est vrai qu'il est turbulent. Je trouve que c'est une attaque gratuite, ça. Je me sens aussi offensé. Et puis futur boxeur, presque champion du monde. À chaque fois qu'on met la caméra sur lui, c'est toi qui zone out de même.
Ouais. Il est turbulent. Je suis turbulent. Je suis une violence sur 2 pattes. À 9 ans, Rubin est pris en flagrant délit de vol dans un magasin de vêtements et il rentre en maison de correction pour la première fois à 11 ans pour avoir poignardé un homme. Oh! Mais selon lui, l'homme était un pédophile qui lui a fait des avances. Néanmoins, il est envoyé dans un... Ouais. Il est envoyé au James Burke Facility, un centre pour délinquants juvéniles à la réputation très sinistre. Et il y subit beaucoup d'abus, à tel point qu'il finit assez vite par s'en évader, enfin, après quelques années quand même. Et là, il va rejoindre l'armée. Et là, à l'armée, il découvre la boxe. Il va boxer pendant ses années militaires. Ça se passe plutôt pas mal. Il quitte l'armée avec les honneurs. On appelle ça une honorable discharge en anglais. Donc, ça veut dire que, en gros, il a une pension militaire. Enfin, ça se passe. On considère qu'il a eu un service militaire très positif. Mais malheureusement, dès qu'il sort de l'armée, il est arrêté pour son évasion du James Burke Facility. Donc, l'évasion qu'il avait faite avant de rentrer à l'armée. Et à cause de ça, il va purger déjà 10 mois de prison. À sa sortie, il replonge, il commet un vol avec violence et il repart pour 4 ans de prison. Il n'y a pas de traumatisme qui se passe dans l'armée. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout, c'est avant l'armée. Je pense que l'armée, c'est plutôt bien passé, mais avant, c'était vraiment, vraiment dur pour lui. Moi, honnêtement, si t'es quelqu'un de turbulent, là, tu t'en vas dans l'armée, tu vas ressortir plus droit que quand t'es rentré. T'as pas le choix. En plus, il a boxé là-bas, tu vois. Donc là, je pense que la boxe, je sais pas, c'est pas après avoir sorti là, son deuxième. Non, c'est à cause qu'il est retourné faire 10 mois. Ouais, après l'armée. Après ça, il a fait un autre c'est tentative. Ça. Fait que c'est son 10 mois en prison qui a tout scrappé. Okay, c'est ça. C'est comme moi. C'est pas un mélange. Non, c'est ça. Mon père me l'a déjà dit. Je donne le meilleur, j'éduque mes enfants le mieux que je peux, mais en général, la société scrape tout ce qu'on fait. Ouais. En tout cas, dans le cas de Lieutenant Carter, l'armée, ça n'a pas été un moment négatif, ça a été un moment plutôt positif. Okay. Mais ouais, après, il y a la prison, il y a le centre pour délinquants, et puis ouais, il est turbulent. En 61, donc il a 24 ans, il sort de prison, il sort de ses 4 ans de prison, et là, il devient boxeur professionnel. C'est un boxeur qui est considéré comme un boxeur très audacieux dans son style, très agressif. Alors, c'est un poids moyen. Je sais plus combien ça fait en poids, mais donc les poids moyens sont généralement assez grands. C'est pas rare d'avoir des poids moyens au-dessus des 6 pieds. Lui, il fait 5 pieds 7. C'est pas très grand. Pour ceux qui connaissent bien la boxe, il me fait penser un peu physiquement à un autre poids moyen très connu de l'histoire qui s'appelle Marvelous Marvin Hagler. Mais voilà, c'est pour les experts. C'est aussi le nom de mon ancien club. Oui, c'est ça. Voilà. Il avait une grosse moustache, hein? Grosse moustache et le crâne rasé, ouais. Ouais, ok, c'est bon. Les choses importantes à savoir, une grosse moustache. Et donc, il est comme Mike Tyson, hein, il a un style impétueux, comme Mike Tyson disait à propos de lui-même. Et ce style très agressif, très impétueux, lui vaut le surnom de Hurricane, donc l'ouragan. Il gagne ses 4 premiers combats professionnels et voilà, et après, il va perdre de temps en temps, mais au moment où il a 20 victoires et 4 défaites, on lui propose de combattre pour le championnat du monde des poids moyens. Et donc là, il va rencontrer un certain Joey Gardello, que je ne connaissais pas, le 14 décembre 64 au Convention Hall de Philadelphie. Alors, le combat est intégralement sur YouTube, pour ceux qui veulent le regarder. Après, c'est pas le meilleur combat de boxe que j'ai vu de ma vie. C'est un combat très, très équilibré, un peu à distance, qui dure 15 rounds, et au bout du compte, c'est Gardiello qui a la décision unanime. Voilà, mais c'est un combat assez serré. Tout le monde va reconnaître que c'est un combat assez serré. Il aurait pu être, ce soir-là, champion du monde à quelques points près. Mais voilà, il n'est pas champion du monde. Ça a dû aider à être content. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est un boxeur qui va combattre un champion du monde. Il est quand même pas mal payé. Oui. Donc, à partir de là... Habituellement, tu as un bon cachet. Tu as un bon cachet pour manger 2-3 claques à la gueule. Ouais. En plus, c'est un boxeur spectaculaire. Donc, les gens ont envie de le voir. Donc, il attire, ça aide aussi. Ouais, il attire du public. Donc, il vit pas mal à partir de ce moment-là. Il s'achète une Cadillac, il porte des vêtements assez chers. Il se marie aussi. Et donc, sa femme donne naissance à une petite fille. Donc,
on peut considérer qu'il s'est un peu embourgeoisé suite à ce championnat du monde. Mais il est dans le collimateur de la police de Patterson parce que il a un passé. Déjà, il a été plusieurs fois en prison. Et puis, c'est un militant de la cause noire, un peu dans la lignée des Black Panthers. Hein, donc, il est très aussi très anti-police, très ACAB. Après la défaite, c'est quoi qui revient souvent ici aussi, ça, ACAB. ACAB, ouais. Moi, ça fait pas longtemps que je connais l'expression. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, à la télévision française, il y avait une jeune fille qui était interviewée dans une manifestation. Okay. Et les journalistes lui ont demandé comment elle s'appelait. Et elle a dit qu'elle s'appelait, je ne sais plus quel était son prénom, genre Justine ACAB. Donc, quand son témoignage apparaissait, il était écrit ACAB sous... Moi, j'avais pogné une vidéo, ça m'avait fait rire. Parce que t'as comme genre un gars puis une fille à côté. La fille, justement, elle a son chandail ACAB. Puis là, son chum, je pense que c'est son chum, il est en train de s'ostiner avec quelqu'un d'autre. Puis là, à un moment donné, le gars avec qui il s'ostine, il fait juste comme il foutre un poing sur la gueule de l'autre, au chum de la fille, là. Ouais. Le gars, il tombe à terre, puis là, la fille est comme « Oh, appelez la police! Appelez la police! C'est un assaut! » Je suis comme « me semble, c'est comme un peu contradictoire, ma grande. » Je les aime pas, mais quand j'en ai besoin, par exemple. C'est ça. Après, il y a des expressions, on ne connaît pas, peut-être qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire, ACAB. En seconde main, elle trouvait que le chandail était all cats are beautiful. Voilà, exactement. Moi, je travaille dans le milieu du digital et il m'a fallu des années pour savoir la vraie signification de Netflix and chill. Moi, je pensais que Netflix and chill, c'était chiller en regardant Netflix. Non, mais un jour... non. Ouais, c'est ça. C'est en général, c'est qu'après, le chill embarque, puis t'es plus sûr si les deux personnes regardent encore le film. Là. Voilà. Moi, j'ignorais toute cette expression, donc je pensais que ça voulait juste dire... se relaxer. Et donc, moi, je disais, j'ai un jour dit à une de mes collègues que j'allais faire un Netflix and chill tout seul. Elle m'a dit, mais à mon avis, tu ne connais pas le sens de l'expression. Voilà. Non, je sais. Ça, c'est drôle. Je pense qu'on a notre extrait. Ça, c'était bon. Voilà. Alors, on revient à la carrière de boxeur de Rubin Carter. Donc, après sa défaite, sa carrière se passe un peu moins bien. Il va enchaîner 14 combats, et sur les 14 combats, il y a 7 victoires, 6 défaites et un match nul. Et donc, sa carrière va se prolonger jusqu'en 1966, l'année de son arrestation. La nuit du massacre du Lafayette Grill, Carter et son ami donc Artis sont, comme souvent, dans un bar qui s'appelle le Night Spot, qui est ce qu'on appelle en Belgique leur Stam Café. Alors... J'ai promis que j'allais utiliser de temps en temps des expressions belges. Donc, le Stam Café, c'est le bar où tu vas tout le temps. En Belgique, on appelle ça un Stam Café. Stam veut dire tribu, en fait, en néerlandais. Ils ont même leur table, en fait, au Night Spot. Okay. Ils quittent le bar vers 2h30 du matin dans la Dodge blanche de Carter, donc une berline blanche. Quelques minutes après l'arrivée de la police de Patterson sur les lieux du crime, des témoins leur disent que les tueurs se sont enfuis au volant d'une berline blanche, donc c'est ce qu'a dit Patty Valentine, et les plaques d'immatriculation, donc ils n'ont pas le numéro d'immatriculation, mais ils décrivent les plaques d'immatriculation comme étant bleues et dorées, ce qui correspond aussi à l'immatriculation de Patterson. Ouais. Des petites coïncidences. Ouais, c'est ça. Pardon? Des petites coïncidences. Mais c'est une petite coïncidence, parce que la probabilité est quand même grande. Disons que ça ne constitue pas une preuve, en tout cas. Il y a un appel radio qui est envoyé aux voitures de police de Patterson pour rechercher une voiture blanche, et quelques minutes plus tard, Carter, qui est dans le collimateur de la police, et Artis sont arrêtés. Il y a des témoins, dont une victime de la fusillade, qui décrivent les assaillants comme étant des hommes noirs, minces, à la peau plutôt claire, mesurant tous deux environ 6 pieds de haut, voire un peu plus. Donc j'avais dit, Carter fait 5 pieds 7. Pas mal. Portant des vêtements sombres, ouais, c'est ça. Et l'un des deux, selon le descriptif, avait une moustache très fine. Alors, Carter, il a une moustache, mais elle n'est pas très fine. Donc, on a dit, Carter mesure 5 pieds 7, Artis 6 pieds 1. Carter est trapu et musclé, et Artis est anguleux, mais ce n'est pas vraiment un gars tout à fait mince. Donc, voilà, c'est pas si ressemblant au descriptif quand même. Non, mais c'est ça, moi, de la façon qu'a décrit le personnage, là, moi, j'ai l'impression qu'a décrit Michael Jackson.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il est mince, peau pâle, une petite moustache. À un moment donné, Michael Jackson, il avait une petite moustache. Ah ouais, il y avait une petite moustache? Ouais, il avait une petite moustache ou genre comme un début de. Tu sais, ça fait 2-3 jours qu'il s'est pas rasé, là. Ah ouais, comme ça. Ouais, je sais pas. Moi, j'avais pas vraiment Michael Jackson en tête. Je sais pas qui j'avais, mais j'avais effectivement pas en tout cas pas Rubin Carter. Alors, Carter et Artis ont la peau très foncée. Ils n'ont pas de moustache fine. Carter, il a une moustache, mais il a aussi une barbe. Hein. Comme Hagler, à un moment, il avait aussi un bouc. Et ils portent tous les deux des vêtements clairs au moment de l'arrestation, alors qu'on a décrit des assaillants avec des vêtements foncés. En plus, il n'y a aucun acte de médecine légale qui est fait dans la voiture. Donc, on ne recherche pas de sang dans la voiture. On n'a probablement pas. Et on ne recherche pas de poudre sur les vêtements de Carter et d'Artis. Or, on est vraiment à quelques dizaines de minutes de la tuerie. Donc, si ces gars ont tiré dans autant c'est sûr de qu'il y en coups de feu, aurait. voilà, Ouais, c'est ça, sur leurs mains, sur leurs vêtements, voilà, exactement. Ou même, tu sais, le fait, je sais pas si. Tu sais, ils ont tiré dans le bar, sont ressortis, puis les fusils, je sais pas s'ils ont lancé à terre ou quoi que ce soit, mais s'ils ont rentré dans l'auto, même sur les sièges ou à terre dans le tapis, surtout dans ces années-là, il y avait du tapis partout, là. Il devait y avoir aussi des traces de poudre, là. Oui, tout à fait. Donc là, il n'y a rien. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien, mais rien n'est testé. Et en plus, après la fusillade, la voiture a démarré vraiment en trombe. Donc, a priori, les pneus aussi ont laissé des traces sur la route et les pneus et les traces de pneus n'ont pas été analysées. Mais c'est vraiment bâclé, hein? Ouais, c'est vraiment bâclé. Alors, on en revient à la chanson. Et de la chanson, donc, on va parler d'un certain Alfred Bello. Donc, Alfred. Alors, je vais directement passer à la version française. Donc, Alfred Bello avait un partenaire et il en voulait aux flics. Lui et Arthur Dexter Bradley, donc c'est le fameux partenaire, étaient juste dehors à rôder. Il a dit: j'ai vu 2 hommes sortir en courant. Ils ressemblaient à des poids moyens. Ils ont sauté dans une voiture blanche avec des plaques d'immatriculation d'un autre État. Je traduis les paroles de la chanson. Donc là, il fait référence à Alfred Bello et à son partenaire. Donc, ce sont 2 voleurs qui étaient en fait, au moment où ils ont témoigné, où ils ont vu cette voiture, ils étaient en train de commettre un cambriolage. OK. Il y en a un qui faisait le guet, il y en a un qui était dans la maison, donc ce sont des gars pas très, on va dire, pas très recommandables. Et Bello va devenir le témoin à charge de Carter. Il va se faire arrêter, enfin, il va témoigner auprès de la police, il va déclarer avoir vu Rubin Carter armé, passer avec un autre homme dans la fameuse berline blanche, et Bradley, l'autre cambrioleur, va témoigner dans le même sens. Ils sont tous les 2 formels, parce qu'il y en a un des 2, je ne sais plus lequel, qui a vu en plus un combat de Rubin Carter, donc il est sûr que c'est bien lui qui l'a vu. Et en fait, c'est le seul élément de preuve qui peut être utilisé contre Carter et Artis, c'est ce témoignage de ces 2 cambrioleurs qui ont tout à gagner à dénoncer. Du bon fiable. Mais ils sont organisés, je peux pas dire le contraire. Là, ouais. Alors, Carter passe au détecteur de mensonges quelques mois plus tard, hein, donc il reste libre pour l'instant, il passe au détecteur de mensonges, mais c'est au bout d'un long interrogatoire où on ne lui donne pas à manger ni à boire, et donc il est très nerveux, et voilà, les polygraphes, c'est pas toujours totalement fiable, et donc il échoue au détecteur de mensonges. Ah, donc, petite parenthèse sur les polygraphes, c'est nullement fiable du tout, puis ça a été prouvé encore et encore et encore, puis encore aujourd'hui on les utilise. Mais ils peuvent pas les utiliser en cours. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ils ont tassé. Quand même, voilà, ça met une pression particulière, donc c'est... En tout cas, il a accepté le polygraphe en pensant, étant de bonne foi, il pensait qu'il allait s'en sortir, mais le stress, c'est que le polygraphe, en fait, le polygraphe ne mesure pas que tu mens, il mesure que tu es stressé. Ouais, c'est ça, exactement. Je veux dire... moi, je pourrais mentir à tour de bras, là. Je ne sais plus dans quel film. Pas, toi. Il y a un film où il y a un gars qui met une punaise dans son talon pour passer le polygraphe. Comme ça, il est toujours dans un état de grosse tension parce qu'il a très mal. Et du coup, je ne sais plus dans quel film c'était. Bref, voilà. C'est le genre de test qui se trafique aussi facilement. Ou, tu sais, c'est ça que tu peux pas te fier justement parce que
ça check ton stress, t'es stressé de passer ça direct Moi, à la base. Ouais. J'avais oui, vu voilà. une entrevue, une affaire, justement, un reportage là-dessus. T'as juste comme une personne, puis le gars, il demande, genre, c'est quoi ton nom? Le gars, il dit son nom. Puis selon le polygraphe, il était déjà en train de mentir, mais le gars, tu sais, Ouais. il suait à grosse goutte, il était stressé à côté, mais c'était pas son vrai nom. Tu sais, ça commence mal, là. Bref, voilà, ils sont quand même mal embarqués, les deux hommes, et donc la police propose un deal à Artis. Il dit, voilà, si toi tu admets être un des deux meurtriers, ta responsabilité sera atténuée et on va tout mettre sur le dos de Carter. Mais heureusement, Artis refuse et l'affaire va aller au procès. Et au procès uniquement, hein, donc il n'y a aucun élément de preuve matérielle, on a vu tout ce qui avait été négligé, et le procès se base sur en fait, 3 témoignages. Patty Valentine, qui a vu la voiture de sa fenêtre, et puis les 2 cambrioleurs. Alors, on continue la chanson de Dylan, qui dit « Oui, c'est l'histoire de Hurricane, mais ce ne sera pas fini tant qu'ils n'auront pas lavé son nom et qu'on ne lui a pas rendu le temps qu'il a purgé, enfermé dans une cellule de prison, alors qu'une fois, il aurait pu être le champion du monde. » Bon, la réalité, c'est qu'il n'aurait pas pu être champion du monde au moment où il a été arrêté, mais ça n'a aucune importance en réalité. Ça met de l'artifice. Ouais, ça met de la fantaisie. Voilà. C'est romancé. Voilà. Pendant le procès, Carter présente une timeline de sa soirée qui n'est pas solide. Il n'a pas une bonne défense. Il n'a pas de bons témoins non plus. Il présente des témoins qui vont faire des faux témoignages. Enfin, bref, c'est vraiment une défense catastrophique. Et donc, malheureusement pour lui, au bout d'un procès de 31 jours, il est déclaré coupable à l'unanimité des jurys. Et, parenthèse, jury uniquement composé de jurés blancs. Ça n'a pas aidé. Ça l'aide pas, ça. Non, pas dans ces années-là. Non. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, ils sont... Regarde son passé, c'est sûr qu'ils n'ont pas de jugement. Là. Voyons, Ouais, voilà. était où la diversité dans le temps? Alors, ça passerait plus aujourd'hui, je pense. Mais non. Non, il y a à cet âge, je pense, quand ils font les jurys, justement, ils essaient d'avoir genre une certaine diversité, puis ce qui est normal, selon moi, là-dedans, là, mais Ben oui, à cette époque-là, c'est non. mais non. Et donc, les 2 hommes sont condamnés à perpétuité, et uniquement sur la base des témoignages. Et on sait maintenant que Bello et Bradley, donc les 2 cambrioleurs, ont bénéficié de la clémence de la police pour leurs témoignages. Donc, ça rend le témoignage encore plus fragile, évidemment. Dites-nous ce qu'on va entendre, là, puis on va vous laisser aller cette fois-là. Ouais, c'est ça. Et dans les Ça sonne transcripts, mal. ouais, c'est ça. Dans les transcripts, on a démontré aussi que les questions étaient orientées. En disant, donc, c'est bien à 2h45 que vous avez vu de Rubin Carter armé. Voilà. Donc, tous les éléments qui ont été servis par la police. Ça sonne, hey, il était quelle couleur le cheval blanc de Napoléon? Oui, Blanc. voilà. Bravo, bonne réponse. C'est exactement ça. Carter est enfermé dans une prison qui s'appelle la Trenton State Prison, mais il n'abandonne pas. Il est déterminé à prouver son innocence et en prison, il va commencer à étudier le droit. Pour financer ses procès, il va aussi vendre les droits pour rédiger son autobiographie. Et en 1975, les deux témoins clés se rétractent. Et ils accusent la police d'avoir fait pression sur eux. À ce moment-là, donc, Carter va engager des nouveaux avocats. Et il y a des célébrités, dont Mohamed Ali et Bob Dylan, qui vont s'engager pour la révision du procès de Carter. La chanson Carter sort plus ou moins à ce moment-là en 45 tours. Ça attire encore plus l'attention sur l'affaire. Dylan organise ce qu'on appelle un benefit concert pour Carter, pour en fait encore collecter de l'argent pour payer sa défense. Puis ouais. Voilà. Et donc, il lui envoie $100,000 pour organiser sa défense. À l'époque, c'est une bonne somme. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça vaut. C'est non, Ouais. c'est ça. Encore Après, les aujourd'hui. procès américains coûtent très cher. Oui, c'est ça, encore aujourd'hui. Je dirais pas non à 100,000$, moi, là. Moi non plus. Alors, petite anecdote, en 1976, donc l'année de sortie de l'album, il y a Patty Valentine qui poursuit Bob Dylan en justice pour diffamation à cause de la chanson. Elle affirme qu'elle souffre de détresse émotionnelle parce qu'elle a été mentionnée dans la chanson et présentée comme une menteuse. Et Dylan a rétorqué pour sa défense qu'il n'avait fait que des descriptions exactes et qu'il l'avait citée parce qu'il trouvait qu'elle avait un nom qui sonnait très bien.
C'est vrai que Patty Valentine, ça sonne bien, je trouve. C'est pas mal, hein, ouais. Ça se met dans une chanson. Ça se met dans une chanson de 8 minutes. Alors, il y a un nouveau procès qui s'ouvre en décembre 1976. Donc, on est 1 an après la sortie de la chanson. Alors, après, il n'y a pas de cause à effet. Artis et Carter comparaissent libres grâce au versement d'une caution. Ils ont reçu pas mal d'argent. Mais malheureusement, et c'est difficile à comprendre, la condamnation est confirmée. Donc, ils retournent en prison. Ouch. Alors, ça va encore durer pas mal d'années. Les avocats de Carter vont déposer une motion. Et il y a un 3e procès qui va s'ouvrir en 85. Mais on rappelle qu'il est en prison depuis 67. Donc, ça commence à faire long. Le racisme et la dissimulation dans l'enquête sont reconnus à ce moment-là. L'accusation déclare qu'elle ne sollicite pas un 3e procès. Et donc, sur base de ça, il y a un juge de la Cour supérieure qui abandonne toutes les poursuites et charges contre Carter et Artis. Et Carter sort de prison à l'âge de 48 ans, après 19 ans passés en prison. Et après la libération, il fait évidemment ce que toute personne censée devrait faire. Il prend la nationalité canadienne et poursuit une carrière au service des prisonniers enfermés à tort. Je pensais qu'il allait faire de la cocaïne puis des prostituées. Mais... Non, et franchement, et même Artis aussi, c'est devenu un motivateur. Enfin, c'est des gars qui sont... Ça vaut la peine d'aller les écouter. Ce sont des gens très, très intéressants. Et je pense que Carter a aidé pas mal de gens à sortir de prison. Alors, encore une petite anecdote. Dylan a dû réécrire une partie des paroles, car il accusait dans une première version, qui n'est jamais sortie, Bello d'avoir dépouillé les cadavres dans le Lafayette Grill, ce qui n'a jamais été prouvé. Mais là, c'est la maison de disques qui a dit oh. Là, il y a un procès qui nous attend si tu la chantes comme ça. Donc, il y a une réécriture. En 1999, il y a un film qui sort qui s'appelle The Hurricane. C'est un film de Norman Jewison avec Denzel Washington dans le rôle de Hurricane Carter. C'est un très bon film. Oui, je viens de réaliser, tu dis le film Hurricane, ça avait rapport avec Hurricane. Ben oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je suis comme, c'est cette histoire-là, ça a l'air. Il y a juste un truc, et d'ailleurs, ça a été corrigé dans la version DVD quand c'est sorti. En 99, dans le film, on présente vraiment le combat Giardello comme un combat truqué, où Giardello, en fait, est un mauvais boxeur et Carter gagne largement le combat, mais les juges vont donner le titre à Giardello par racisme. Et dans la version DVD, il y a un bonus, on va dire, où on explique que Giardello était un grand boxeur et un vrai champion du monde. Donc, il y a juste ce point qui peut te déranger un peu. De nouveau, on peut regarder le combat sur Internet. Ça pouvait être attribué à n'importe quel combattant. Bref, c'est un grand film quand même, donc c'est vraiment un film... mais toi, est-ce que tu penses qu'il y a eu un peu de racisme dans cette décision-là? Ah mais oui, bien sûr. Ouais. Enfin, c'est l'histoire. Tu parles de la décision en du boxe? combat, ouais. Non, moi je pense pas parce que je pense que les boxeurs noirs, il y en a depuis Joey Louis, tu vois. Joey Louis est un grand champion, donc s'il y a bien un endroit où justement il y a moins de racisme, c'est peut-être dans la boxe. Alors peut-être que parfois, tu te dis, tu vois, c'est comme en UFC, parfois tu as un combattant, on a envie que ce combattant reste champion le plus longtemps, on lui donne des adversaires un peu à sa portée parce qu'il y a quelque chose il est très bankable, un gars comme Conor McGregor ou ce genre de truc-là. Mais franchement, j'ai regardé le combat, je me suis ennuyé. On dit aussi, tu vois, c'est Giardello le champion. On dit que si tu veux devenir champion, tu dois vraiment mettre une raclée au champion. Et pour le coup, il n'y a pas de raclée mise au champion. Après, ça aurait pu être un match nul, mais si ça avait été un match nul, le champion serait quand même resté champion. Ouais, ben c'est ça qui arrive dans les matchs de boxe. Ben souvent, celui qui défend sa ceinture, il y a moins à prouver, disons. Il est juste là pour tenir l'autre à distance. Fait que, ben souvent, tu regardes des combats de championnat, ils sont moins bons des fois que les autres qui essaient de se prouver. Parce que Carter, il a beaucoup de victoires dans les premiers rounds, donc c'est vraiment un destructeur. Et là, tu sens que c'est un combat beaucoup plus géré sur la distance. Enfin, c'est pas un grand combat. Par contre, dans le procès, le racisme, il est immense. Est-ce que tu es en train de dire que le fait que le jury soit juste blanc, que c'était du racisme? Oui, c'est ça. Donc, ils avaient vraiment un coupable idéal. Et alors, il faut rappeler un truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas
qui a commis cette tuerie au Lafayette Grill. Donc, on peut considérer que c'est une forme de cold case. Et alors, si je peux me permettre un petit coup de pub. Ouais. Donc, dans le scénario du pire, on a traité d'une autre affaire, qui est l'histoire d'un autre boxeur qui a été en prison, qui s'appelle Dewey Bodzella, qui a été emprisonné pour meurtre. Et donc, on raconte son histoire dans un épisode du scénario du pire qui s'appelle Dewey Bodzella, le combat d'une vie. Voilà, l'histoire d'un boxeur qui apprend la boxe à l'armée, qui devient un boxeur de premier plan. Et quand vous écoutez l'épisode, après, il y a un truc que je vous recommande de faire. Donc, Dewey Bodzella sort de prison à 51 ans, je spoil un peu, et on lui offre un combat. On lui offre un combat dans l'undercard d'un championnat du monde, et c'est un combat en 4 rounds, et il le gagne. Waouh, quand même. Et franchement, pour moi, il perd le premier round, mais les trois rounds suivants, il est extrêmement dominant. Il fait même du showboating sur le dernier, il a 51 ans. Voilà, très impressionnant. Et l'interview d'après-combat, si tu connais toute son histoire, c'est hyper émouvant. Donc, écoutez l'épisode et puis allez voir le combat de Dewey Bodzella sur YouTube. Ah, super. Je vais aller faire ça. J'ai le temps après-midi. Voilà. Reste tu l'as eu, Philippe. Non. Voilà, j'ai un but dans la vie. Je veux que Papy Joe écoute un épisode du scénario du pire. Ça va être fait. En partant d'ici. Non. T'avais-tu terminé, Philippe? Oui, j'ai terminé. Ouais, j'ai juste un fait cocasse à propos de Bob Dylan. J'étais allé à Trondheim, en Norvège. Il y a une énorme cathédrale, mais c'est énorme. Puis juste faire comme les statues des anges en avant, ça a pris comme 20 ans. Puis quand le sculpteur est arrivé à faire l'archange en haut, il a utilisé le visage de Bob Dylan pour faire le visage de l'archange Saint-Michel en haut complètement. Parce que selon lui, Bob Dylan, c'était l'homme de paix de l'époque. Je suis comme, c'est un fait cocasse sur Bob Dylan. Fun fact. Fun fact. All right. Hey, merci beaucoup, Philippe. Super histoire, encore une fois. Papy Joe, tu nous fais-tu nos plugs? Ben ouais, là. Ah ouais, où est-ce qu'on peut nous écouter? Vous allez nous écouter? Ouais. Ben en fin de compte, allez sur dubruit.com là. Allez sur dubruitamesoreilles.com. Si vous êtes fancy, allez sur dubruitamesoreilles.ca qui va vous ramener sur .com. Évidemment, tous les liens sont là. Il y a nos faces aussi. Et vous pouvez aller sur Discord aussi. Venez nous jaser. Discord, Patreon, Twitch. Les affaires, ça, là même, là, Twitch. Là. Puis Philippe, où est-ce qu'on peut suivre encore le scénario du pire? Ah, ça existe encore, le scénario du pire? Ça existe encore. Et on a d'ailleurs, c'est très étonnant, on a un épisode qui cartonne depuis plusieurs jours. Et je ne sais pas d'où ça vient. On a fait un épisode, mais vraiment avec des statistiques vraiment impressionnantes sur un épisode qui s'appelle Les Frères Lafferty, qui est peut-être le pire qu'on a fait en termes de tristesse et d'horreur, mais il fonctionnait comme les autres. Enfin bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un très bon épisode aussi, Les Frères Lafferty. C'est sordide, les gens aiment ça. Ouais, c'est sordide, c'est vraiment sordide. Et ça a été adapté dans une série Disney+, qui s'appelle Sur Ordre de Dieu, qui est, série un peu déprimante parce que l'histoire est horrible. Enfin bref, donc le scénario du pire, c'est partout, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts, donc Spotify, Apple, Google, Podcaster, etc., Deezer, Amazon Music. Voilà, donc on est partout. On est en pause pour l'instant parce qu'on prépare un épisode hors série avec un format qui demande beaucoup de travail. Donc on va. J'ai hâte de l'entendre cet épisode. Ouais. J'ai hâte de l'entendre un an après. Voilà. Et donc c'est juste pour donner un petit teaser, c'est une histoire dans laquelle je suis un des protagonistes et c'est une histoire criminelle. Voilà. Oh shit! Yes. Là, ça vient d'intéresser Papy Joe. Là. Dans laquelle je ne suis pas le coupable, évidemment. C'est plate! All right. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci, Papy Joe, d'être venu ce midi. Puis cette soirée pour Philippe. Ouais, on se laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast de Du bruit, du crime au punk latte. Il y en avait pas un autre? Pas de Kemanango, ouais. C'est ça. Bye! Bye bye! Bye.